un frère spécialiste voilà, d'un domaine que nous allons aborder. Il s'agit du frère Bourema Adama Ouedraogo, qui est juriste et chef de contentieux au niveau de l'ARCOP. Voilà. Donc, avec lui, nous allons aborder quelques questions sur les marchés publics. Il faut retenir que l'ARCOP, c'est l'autorité de régulation de la commande publique. Donc, je vais permettre aux frères de lancer également un salam aux téléspectateurs et aux auditeurs de Al-Huda Media. Le frère Ouedraogo, à vous l'antenne. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci beaucoup pour l'invitation que vous nous avez donnée. Donc, nous remercions donc aux médias donc Al-Huda, et également nous saluons donc tous les frères et sœurs et tous les téléspectateurs et les auditeurs donc qui suivent donc cette émission. Okay, alhamdulillah, je vous le remercie. Donc aujourd'hui nous allons essentiellement aborder la question des marchés publics et les généralités. Qui parle de marchés publics, ceux qui sont dans le domaine le savent très bien. C'est la commande publique. Voilà, les marchés qui se passent entre l'État ou ses démembrements et les particuliers. Voilà, donc nous allons demander au frère Adama d'abord de nous définir voilà, concrètement qu'est-ce que c'est que le marché public. D'abord, vous allez nous parler un peu de la structure même, l'ARCOP, parce que c'est elle qui est chargée de réguler le milieu. Vous allez nous brosser ça sommairement, okay, avant de revenir maintenant sur la définition des marchés publics. Ok, merci bien, Monsieur Bouddha, pour cette question. Avant d'aborder donc la définition donc des marchés publics, comme vous l'avez dit, nous allons rapidement donner des explications sur l'autorégulation de la commande publique, ARCOP. Donc il s'agit d'une autorité administrative indépendante qui existe depuis 2007 et donc qui a été créée donc sous l'instigation donc de l'UEMOA, qui a donné donc des directives pour que tous les États membres de l'UEMOA créent donc des autorités de régulation donc de la commande publique. Et donc c'est une structure qui intervient donc dans l'organisation administrative donc pour une bonne gestion des marchés publics, et son rôle essentiellement c'est faire la régulation, et cette régulation prend en compte notamment les questions donc de définition des politiques, c'est-à-dire les questions d'adoption des textes, des questions de politique et en matière de marché public, et aussi cette structure donc fait aussi la formation et l'encadrement donc des acteurs. Et l'ARCOP s'occupe également des questions donc de statistiques et tout ce qui est en lien avec donc les marchés publics. Et enfin, un des éléments importants aussi, c'est la question donc du règlement des différends et de la discipline. Voilà. Et donc lorsqu'il y a des différends dans le domaine, lorsque certains acteurs se comportent mal, l'ARCOP effectivement intervient pour effectivement assainir le milieu à travers donc des sanctions qui sont souvent prises. Okay, merci beaucoup. Donc pour ces préliminaires qui nous permettent de comprendre un peu déjà l'objectif de cette structure. Okay. Donc comme précédemment demandé, nous allons vous demander de nous définir maintenant voilà, qu'est-ce que c'est que le marché public. Bon, un marché public, les textes définissent, les textes d'abord c'est notamment la loi 05 de 2024 du 20 avril donc 2024 portant réglementation générale donc de la commande publique. Donc cette loi-là a été adoptée et a fait l'objet donc d'un certain nombre de décrets d'application. Et tous ces textes-là définissent donc les marchés publics comme étant un contrat administratif conclu à titre onéreux entre une structure publique et un prestataire privé en vue donc de satisfaire donc les besoins de l'administration en termes de biens et services. Donc d'un point de vue technique, c'est la définition qu'on peut donner. C'est un contrat et comme on le dit, puisque c'est un engagement entre
une autorité publique, un ministère, un EPE ou une commune avec une entreprise privée. Et l'objectif, c'est que suite à ce contrat-là, la structure privée va livrer effectivement des biens et services à l'administration. Ça peut être des ordinateurs, ça peut être des travaux en termes de bâtiments, ça peut être des cas dont l'administration a besoin évidemment pour pouvoir fonctionner. Donc de façon succincte, on peut définir les marchés publics. C'est vrai qu'on peut disséquer la définition avec d'autres aspects, mais de façon simple, c'est ce qu'on peut dire en termes de définition. Ok, merci beaucoup. Je pense que cela nous suffit parce que étant donné que voilà, c'est juste donner les généralités. D'accord. Afin que ceux qui nous suivent, comme tout le monde n'est pas juriste et imprégné de la question. D'accord. Je pense qu'en entrant plus dans les termes techniques, on risque de pas, tout le monde risque de ne pas mieux comprendre. Mais tel que défini, je pense que ça permet simplement de comprendre. Exactement. Voilà, c'est un particulier qui exécute un marché de l'État. Exactement. Voilà, en vue de satisfaire les besoins de la population essentiellement. Donc, merci beaucoup. Ensuite, nous avons vous demandé de nous parler un peu de la philosophie même des marchés publics. Bon, en ce qui concerne la philosophie des marchés publics, ce que nous pouvons dire, c'est que il faut, d'un point de vue historique, initialement, c'était l'État lui-même qui faisait directement ses acquisitions. Donc, à l'époque où l'État faisait tout lui-même, ce qui fait qu'on n'avait pas recours aux entreprises privées. Avec le développement donc, de l'économie, avec donc, le libéralisme qui a pris le dessus, on a estimé qu'il fallait mettre à profit les entreprises, puisque l'État a même fait la promotion des entreprises, encourage donc les acteurs privés à se structurer donc, et à travailler donc, dans divers domaines. Et donc dans cette logique-là, l'État a cessé donc d'acquérir lui-même les biens et services et a décidé donc de passer par les entreprises. Ce qui fait qu'aujourd'hui, lorsque l'État veut faire une acquisition, que ce soit en termes de biens, de fournitures, équipements ou de travaux, l'État initie une procédure à travers laquelle il sélectionne effectivement un prestataire privé qui va lui rendre le service, en tout cas, ou qui va faire l'acquisition pour lui. Et ensuite paye donc cet acteur privé-là. Et donc, si vous voulez, aujourd'hui, l'État donc s'est éclipsé au profit donc des acteurs privés qui vont donc mettre en œuvre donc les marchés, ce qui va développer donc l'économie nationale à travers effectivement des ressources qui seront payées aux entreprises privées. Et vous savez que ces entreprises-là ont aussi des employés. Ils vont bénéficier donc de ces ressources-là. Ça va faire aussi tourner l'économie dans la mesure où ces entreprises également vont payer les différentes taxes et impôts qui vont effectivement permettre donc à l'État de se développer. Donc ici, c'est permettre aux entreprises privées de se développer et ça va profiter aussi à l'État. Puis ce sont des acteurs aussi économiques et il faut aussi qu'eux aussi ils travaillent pour pouvoir donc profiter donc de l'économie nationale. L'autre aspect aussi sur la philosophie, c'est que dans les marchés publics, il s'agit de responsabiliser donc les acteurs économiques, voilà, et de permettre donc que on puisse avoir donc un développement général. Et ce développement va nécessairement passer donc par des acquisitions qui vont permettre donc de développer donc le pays. Donc si vous voulez, le second aspect c'est le développement du pays. Les marchés publics vont participer donc au développement donc du pays et à travers donc les acquisitions qui vont être faites. Vous savez que l'État, lorsqu'il met en œuvre ses actions, ses opérations sur le terrain, a nécessairement besoin de biens. On parle de l'éducation. Qui parle d'éducation, on parle nécessairement de la construction d'écoles. Qui parle des questions de santé, parle nécessairement donc de la construction donc, des centres de santé, ainsi de suite, ainsi de suite. Et tout ça donc, va donc passer donc, par les marchés publics. C'est pourquoi si les procédures des marchés publics ont des difficultés, très souvent cela va se ressentir sur le développement dans la mesure où on aura du mal à acquérir donc, ces biens et services dont on a besoin donc, pour le développement donc, du pays. De façon succincte, c'est ce qu'on peut dire. Ok, merci beaucoup. Nous avons beaucoup appris de cette philosophie, mais nous nous rendons compte que à travers les marchés publics, oui. Pour le commun des mortels, on se dit qu'il y a deux facteurs à souligner. D'abord, souvent la qualité du
travail fait ou la prestation faite. En plus de ça, le coût est élevé. Parce que lorsque, par exemple, vous avez pris l'exemple des infrastructures, il arrive des fois que nous voyons que, voilà, quelques bâtiments construits, lorsqu'un particulier les construit, ça s'élève à un prix vraiment extrêmement bas. Par contre, lorsqu'il s'agit des marchés publics, le coût est élevé. Mais est-ce que vous ne pensez pas que l'État lui-même, en le faisant, va gagner en termes de, comment dirais-je, en termes de revenus? Parce qu'on dépense trop. C'est bien vrai que, comme vous l'avez souligné, ça permet aux entreprises de fonctionner. Mais je pense quand même aussi que, voilà, au regard du constat, bon, est-ce que l'État aussi ne gagnerait pas en le faisant lui-même, qui va revenir moins cher? Parce que, par exemple, ce stylo, si je vais sur la place publique, je peux l'acheter à 100 francs ou 150. Mais lorsque je passe par le marché public, ça dépasse ça. Comment vous pouvez nous expliquer ça pour que le commun des mortels puisse comprendre en fait davantage l'importance de passer par là et pourquoi pas ne pas faire directement? Il y a aussi la question de la qualité. Surtout nous voyons sur les infrastructures en matière routière. Tout à fait. Vraiment, là-bas, ce n'est pas du tout la joie, quoi. Et même les bâtiments, on se rend compte que souvent, par les premières pluies, quand ça vient, ça passe. Bon, ça s'écoule définitivement, alors que nous avons des bâtiments qui ont été réalisés sous la colonisation et certains sous le CNR qui tiennent toujours. Et malheureusement, avec ces trucs, souvent même des bâtiments qui ne font même pas 6 mois, 5 mois, et puis le vent vient, tout s'écroule, même pas le toit, tout s'écroule. Qu'est-ce qui peut justifier ça? Bon, nous allons commencer par le dernier volet de la question. Pourquoi est-ce que les infrastructures, donc, notamment, s'écoulent de plus en plus? La question de la qualité donc, des infrastructures, effectivement, c'est une réalité. C'est une réalité au point que beaucoup de nos citoyens ont fini par dire que la pluie est le véritable contrôleur. C'est-à-dire que c'est après le passage de la pluie qu'on peut s'assurer que véritablement si le bâtiment là, a été bien construit, s'il va tenir ou pas. Et donc ça, c'est une réalité. Et au niveau même de l'ARCOP, nous avons fait plusieurs enquêtes sur ces questions-là pour essayer de situer les responsabilités. Et les responsabilités sont à plusieurs niveaux. Et déjà, même au niveau même de l'administration, souvent les dossiers ne sont pas bien préparés. Vous savez que les travaux sont faits, les bâtiments sont construits sur la base de dossiers. Et donc, quand le dossier lui-même est déjà mal ficelé, ça crée des problèmes. Il y a aussi, on va dire, l'irresponsabilité des entreprises, voilà, qui souvent voient plus leur intérêt personnel que l'intérêt général. Ce qui fait qu'ils ont tendance souvent à minimiser les coûts pour pouvoir faire donc de gros bénéfices. Et quand c'est comme ça, le dosage du ciment peut ne pas arriver. Et là, effectivement, en principe, il y a une entreprise chargée du contrôle, un cabinet qui doit en principe suivre. Et ce cabinet aussi a une part de responsabilité dans la mesure où, normalement, quand le bâtiment est mal construit, quand le dosage du ciment n'est pas bon, quand l'épaisseur des fers qu'il faut n'est pas bon, normalement, le bureau de suivi contrôle doit faire cesser les travaux et obliger l'entreprise à se conformer donc au cahier de charge, c'est-à-dire aux règles qui sont établies dans le contrat. Et souvent, il y a des cas où le cabinet aussi peut être de connivence, c'est-à-dire il peut être en complicité avec l'entreprise d'exécution des travaux, ce qui fait qu'il valide donc des éléments qui ne sont pas bons. Et là, quand c'est comme ça, après, ça va s'écouler. Et donc, c'est un ensemble de situations. Il y a aussi des cas de corruption, comme on l'a dit, qui font que ces situations arrivent. Mais de plus en plus, les autres contractants, c'est-à-dire les administrations qui s'occupent donc de ces marchés-là, font de plus en plus attention pour éviter donc ces situations. Voilà. Et de plus en plus, donc, les structures donc, compétentes interviennent de plus en plus. Et il y a aussi des sanctions qui sont prises pour essayer donc, de recadrer donc, cet état de fait. Maintenant, il y a la question de l'autre volet, le coût. Le coût, bon, le coût, il faut, ce que vous dites est exact, et c'est juste parce que il ne faut pas oublier qu'une entreprise, c'est un acteur économique, c'est-à-dire qu'il cherche à faire des bénéfices. Et puis, comme nous l'avons expliqué tantôt, une entreprise, ce n'est pas une personne, c'est souvent plusieurs personnes qui travaillent. Et ça a un coût additionnel qui est tel qu'on peut comprendre que l'entreprise donc, tienne compte de ça lorsqu'il fait ses prix. Et c'est raisonnable, c'est justifié. C'est pourquoi même, beaucoup d'entreprises se plaignent souvent lorsque vous avez des situations où on met souvent en concurrence des entreprises donc, individuelles
et puis des cabinets. Par exemple, en matière de prestations intellectuelles, c'est-à-dire en ce qui concerne les marchés d'études, quand on fait par exemple une étude, les procédures sont différentes. On peut faire une procédure où on peut dire qu'on veut recruter uniquement un consultant individuel. C'est une personne physique. Et on ne peut pas donc faire une procédure où on veut recruter en même temps, où on permet en même temps de participer un consultant individuel et puis un cabinet. Parce que le cabinet, il y a plusieurs personnes qui sont à l'intérieur. Parce qu'on estime qu'ils n'ont pas les mêmes réalités. Ce qui va faire que la concurrence ne sera pas juste. Donc, on comprend cette situation dans la mesure où il faut aussi que le cabinet puisse fonctionner. Il a un local, il a des employés, il paye des impôts, tout. Ce qui fait qu'on comprend cette situation. Mais, en réalité, lorsque cette situation est excessive, parce que ce que vous dites est juste, si il se trouve que l'entreprise propose un prix qui est excessivement cher, normalement son offre ne va pas passer, il ne sera pas retenu. Voilà, il ne sera pas retenu, puisqu'il y a un mécanisme qui permet donc d'écarter les entreprises qui proposent donc des prix trop élevés, c'est-à-dire des prix qui ne sont pas raisonnables. Voilà, en ce moment, ces entreprises-là sont souvent éliminées. Puisque je termine par là, il y a un élément important qu'il faut retenir, c'est que l'évaluation des offres, c'est-à-dire lorsque toutes les entreprises déposent leurs offres et qu'on veut regarder prendre la meilleure offre, on le fait sur la base du principe, ce que l'on appelle l'offre conforme évalue la moins disante. Ça veut dire quoi? Rapidement, on regarde les offres, lorsqu'elles sont toutes bonnes, c'est-à-dire elles correspondent à ce que l'administration veut. Parmi ces offres qui ont proposé donc, des prescriptions qui sont conformes, on prend l'offre la moins disante, c'est-à-dire la moins chère. Ce qui fait qu'en principe, il y a ce jeu de concurrence-là qui fait qu'elles-mêmes, entre elles, elles font des efforts, je veux parler des entreprises, pour proposer donc les prix les moins chers possibles pour être attributaires. Puisque si vous êtes trop cher, vous serez écarté. Ce qui fait que ça permet un peu de juguler cet aspect-là. Ok, merci beaucoup. Mais je reste un peu... si votre soif. Pas ça, mais je dirais que surtout au niveau des choses, de la mauvaise prestation, je pense que les sanctions ne sont pas vraiment à la hauteur. Vous avez parlé des sanctions qui sont prises, mais malheureusement pour le commun des mortels, on aurait voulu que, voilà, par exemple, telle entreprise qui a réalisé telle œuvre ou ouvrage, lorsque, voilà, elle est défectueuse là, qu'on sache quel a été son sort. Est-ce qu'il a été envoyé en prison? Est-ce qu'il a été interdit définitivement de postuler au marché public? Et nous pensons aussi que si les choses se répètent, voilà, comme on le dit, les choses se suivent et se ressemblent depuis lors. Bon, donc on se dit que c'est les sanctions là qui ne sont pas à la hauteur. Quand des gens prennent des marchés, et surtout des ouvrages qui doivent abriter des gens, on met la vie des gens en danger. Et bon, ça ne change pas. Les routes, on les prend généralement le 11 décembre et un véhicule passe un petit freinage et puis tout est parti. Il n'y a pas de sanctions. Les gens réclament les sanctions, mais bon, en tout cas, il peut y avoir des sanctions, mais ce n'est pas ce qu'attend le commun des mortels. Voilà. Donc, nous pensons que les sanctions dont on parle là, soit elles ne sont pas en fait dissuasives, ou bien, bon, est-ce qu'il y a de la complaisance aussi? Parce qu'en principe, ça ne doit pas causer de problème. S'il y a vraiment des sanctions, ça ne doit pas causer de problème. Maintenant, bon, excusez-moi, pour le commun des mortels, on aime parler des 10%. Est-ce que ce n'est pas ça aussi qui font qu'on ne peut pas sanctionner? Parce que lorsqu'on attribue un marché, à côté de ça, on veut encore empocher quelque chose. Il va de soi que si l'œuvre ou l'ouvrage est mal fait, qu'on ne puisse pas tirer l'oreille du réalisateur. Est-ce que c'est réellement ce qui se passe sur le terrain, ou c'est les tests même qui ne sont pas adaptés pour que les sanctions soient vraiment à la hauteur? Bon, sur cette question, il faut dire que dans le domaine des marchés publics, la commande publique, il y a effectivement le phénomène de la corruption. C'est une réalité qu'on ne peut pas voiler. Et toutes les structures compétentes en la matière, l'ARCOP, le RENLAC, essaient de travailler pour minimiser au maximum ce phénomène-là. Donc ça existe. Quand on parle de 10%, c'est un phénomène qui existe. Et donc nous travaillons pour ça. Je vais parler des structures que nous avons évoquées tout à l'heure. Maintenant, peut-être toute la difficulté, c'est que il faut peut-être ce type d'émission, peut-être pour que les différentes structures communiquent, l'ARCOP, le RENLAC et autres qui interviennent dans ce domaine-là, communiquent sur les actions répressives, c'est-à-dire les sanctions qui sont prises dans le domaine. Parce qu'effectivement, ce que vous dites est juste. S'il y a des sanctions que les gens ne sont pas au courant, bon, et puis on continue à avoir des cas, les gens se disent qu'il n'y a rien. Sinon, il y a des sanctions. Récemment même, la semaine passée,
je vais dire, autour du 10 au 20 juillet récemment, il y a eu effectivement une série de sanctions disciplinaires qui ont été prises au niveau de l'ARCOP contre des entreprises qui justement pratiquaient faisaient du faux dans les marchés publics. Donc il y a des sanctions qui ont été prises, notamment des entreprises ont été exclues de la commande publique pendant un certain nombre de temps. Bon, donc c'est des cas qui existent. Bon, devant aussi les juridictions pénales, il y a des sanctions qui sont prises. Il y a des entreprises qui sont condamnées pour fraude à la commande publique. Bon, je ne vais pas faire de mauvaise publicité à ces entreprises. Il y a des cas. À Bobo, il y en a eu. À Ouagadougou, il y en a eu. Bon, c'est vrai que vous connaissez le système judiciaire où on peut faire appel, on peut aller en cassation. Ce qui fait que souvent, on évite de communiquer lorsque la décision n'est pas définitive, puisque à un certain niveau, le juge peut remettre en cause. Sinon, il y a des cas, effectivement, où... je termine avec un dernier exemple. Il y a eu, à l'université Norbert Zongo, à Koulougou, il y a eu effectivement un bâtiment qui s'est écroulé, où malheureusement, il y a eu des morts. Là-bas également, la COP avait fait une enquête. Et l'entreprise crée de l'emploi sur ces marchés. Mais lorsqu'on met tout ce que nous avons relevé dans la balance, est-ce qu'il ne reviendrait pas moins cher à l'État d'exécuter lui-même ces marchés? Bon, si on regarde dans l'absolu, oui, ça reviendra moins cher, puisque naturellement, si on est face à un acteur, on va directement. Donc, on gagne en temps, on gagne en économie. Dans l'absolu, on peut répondre oui. Et la qualité aussi. Et la qualité. Et même la qualité, là, ça reste à prouver, hein, parce que ce sont les mêmes acteurs. Hein. Voilà, parce que récemment, on a attrapé malheureusement nos enfants, certains qui ont fraudé au niveau du BBC. Et bon, il y en a qui ont fait des commentaires pour dire non, qu'on a un problème de valeur dans notre société. Pour dire qu'en fait, c'est juste un symptôme. Ça montre que notre société a un problème de valeur au-delà des enfants. Gangréné, quoi. Ce qui veut dire que même si on va directement, ces fonctionnaires-là, si effectivement les valeurs ne sont pas respectées, on ne remet pas à l'intégrité, on aura le même problème. Voilà, on aura le même problème. Donc, dans l'absolu, c'est vrai que ça peut permettre de faire des économies. Mais si on fait ça, on va carrément tout chambouler. Parce que on va revenir au système initial. Parce que ce n'était pas le système. Actuellement, ce n'est pas ce système-là. Au contraire, on est rentré dans des programmes de la Banque mondiale, les Doing Business et autres, où l'objectif, c'est que chaque État doit pouvoir prouver que, par exemple, en une journée, on peut créer une entreprise chez lui. Et quand vous arrivez à faire ça, vous êtes noté, vous avez une certaine cote. On est rentré dans ce système-là qui fait qu'on fait la promotion des entreprises. Voilà. Et donc, si on veut revenir à ça, je pense que ça va créer des difficultés, ça peut créer des difficultés. Mais on peut essayer, dans tous les cas. Je pense que même actuellement, les autorités en place ont cette idée-là, parce que nous savons qu'il y a eu des acquisitions de matériel roulant, de machines et autres, dans cette logique-là, que l'État lui-même directement puisse gérer certains travaux, au regard des difficultés d'avancement, des retards qu'on a vus donc, sur certains marchés. Okay. Mais nous pensons que si on veut aller à là, il faut peut-être le faire progressivement et puis voir les avantages et les inconvénients. Sinon, si on fait ça, toutes les entreprises vont devoir fermer boutique. Vous imaginez toutes les entreprises de BTP qu'on a, ils vont devoir fermer puisqu'ils n'auront plus rien à faire. C'est ça. Alors que ça peut poser effectivement un problème si on n'arrive pas à bien faire cette transition-là. Okay. Merci beaucoup. Le temps qui nous est imparti tire à sa fin. Donc nous allons vous demander de venir à quelques minutes les objectifs en réalité des marchés publics. Bon, les objectifs des marchés publics, d'abord, c'est l'acquisition de biens. C'est le premier objectif. Ça fait même partie de la définition que nous avons rappelée tout à l'heure. Puisque lorsque l'administration passe un marché public, c'est qu'il y a des gens qui sont assis dans les bureaux qui ont besoin d'ordinateurs pour travailler. En tout cas, il y a des villages où les enfants vont dans les écoles sous paillotes qui ont besoin donc de bâtiments pour pouvoir entrer. Et en tout cas, ou bien il y a des hôpitaux qui ont besoin de scanners ou d'échographie. Et donc, au regard de ces besoins-là, on les recense et on passe les marchés pour faire les acquisitions en vue donc de combler ces besoins qui sont nécessaires donc pour l'atteinte des objectifs donc, du gouvernement. Et donc, c'est déjà ça le premier objectif, c'est de satisfaire le besoin donc en termes donc, de services, pour permettre donc au Burkinabé d'avoir donc des services de qualité, d'avoir des écoles, ainsi de suite. C'est le premier objectif. C'est pourquoi, lorsqu'un marché est passé, c'est ça qu'on vise. Lorsque vous passez le marché et qu'en définitive, vous arrivez à construire un bâtiment qui est fonctionnel, vous avez réussi.
Mais si en route, il y a un problème et que le bâtiment n'est pas construit, ou bien le marché s'arrête, ce n'est pas bon. Le deuxième objectif, rapidement, ça participe donc au développement de l'économie nationale, comme je l'ai dit, au développement du pays, également donc au niveau donc, de l'économie nationale, parce que l'argent circule. Voilà, et donc de ce point de vue-là, ça aide effectivement tous les acteurs au niveau même au niveau économique et puis même au niveau politique, puisque bon, ça fait des ressources qui vont revenir même à l'État, parce que l'État aussi va tirer des bénéfices à travers des impôts, ainsi de suite. Voilà. Le dernier objectif qu'on peut citer, c'est le développement donc, du secteur économique. Bon, c'est-à-dire au-delà même de l'État qui est développé, le secteur économique se développe, c'est-à-dire les entreprises vont se développer à travers des marchés qu'elles vont avoir, et vont avoir des chiffres d'affaires importants. Et de là, effectivement, ça va participer également, donc, ça va revenir au développement du pays, mais c'est que là, c'est à partir des entreprises privées qui vont tirer profit. Et ce sont les Burkinabés qui sont là-bas. Si les Burkinabés s'enrichissent, en principe, le pays également va ressentir donc cet essor des entreprises. Voilà. Donc, succinctement, c'est ce que nous pouvons dire au regard du temps. D'accord. Merci beaucoup. Donc, vous voyez que ça participe aussi à lutter contre le chômage. Exactement. Parce que les entreprises recrutent du personnel qui devrait être, que l'État devait trouver des emplois pour eux. Absolument. Donc, quoi qu'on dise, les marchés publics, en tout cas, tels que définis, participent effectivement, en tout cas, à l'essor économique du pays. Si en tout cas, chacun fait bien son travail. Donc, le temps qui nous est imparti tire à sa fin. Nous allons vous demander si vous avez un dernier mot aux téléspectateurs et aux auditeurs avant qu'on se donne rendez-vous, s'il plaît à dire, pour une prochaine fois. Dernier mot. Bon, en termes de dernier mot, c'est de dire que les marchés publics sont souvent mal connus parce que en réalité, c'est un ensemble de textes qui régit effectivement ce domaine-là. Ce qui fait que c'est un domaine technique. Bon, malheureusement, ce que nous déplorons, c'est que souvent les populations, nos concitoyens, souvent n'approchent pas les structures techniques pour avoir les bonnes informations. Et ça, je pense que cette émission peut participer donc à permettre donc aux citoyens d'avoir donc les bonnes informations, pour pouvoir donc mieux se prononcer sur les marchés publics. Voilà. Merci. Ok, merci beaucoup. Je pense que nos auditeurs et nos téléspectateurs ont tiré profit de l'émission sur les marchés publics qui nous intéressent plus, qui nous intéressent tous d'ailleurs, parce que voilà, les prestations sont faites au nom des Burkinabés et les bénéficiaires également sont les Burkinabés à tous les niveaux. Ceux qui bénéficient de la prestation, c'est les Burkinabés. Ceux qui font la prestation également, c'est les Burkinabés. Donc, pourvu que chacun fasse bien son travail et que voilà, le pays gagne. Donc, nous vous disons merci beaucoup aux frères Adama et merci aux téléspectateurs et aux auditeurs qui ont pris un peu de leur temps pour nous suivre. Et Inch'Allah, on se donne rendez-vous pour la semaine prochaine si Dieu le veut. Donc, sur ce, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.